Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, des commerçants en détresse au marché Mokolo de Yaoundé. En l'absence des espaces aménagés pour mener à bien leurs activités, c'est donc exposé aux intempéries et à l'insécurité qu'ils écoulent leurs produits. Ils espèrent cependant être recasés par la communauté urbaine de Yaoundé. Les désaccords entre maires et receveurs municipaux persistent dans les municipalités. Nouveau cas enregistré dans la mairie de Douala 5e où le receveur municipal accuse son maire d'abus de pouvoir et de mauvaise gestion financière. Les désaccords entre les deux hommes ont conduit ce vendredi à la fermeture du service des recettes de la mairie de Douala 5e. Et puis à quelques jours du démarrage des Jeux Olympiques de Rio 2016, les mesures de sécurité s'intensifient au Brésil. Ce d'autant plus que de jeunes gens soupçonnés de préparer une attaque terroriste pendant cette compétition viennent d'être interpellés par les forces de l'ordre brésiliennes. Voilà pour le sommaire, les détails c'est tout de suite. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être avec nous pour cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Insécurité grandissante à Ebolova dans la région du Sud. Un homme a été poignardé à mort alors qu'il vaquait librement à ses occupations. Livreur de pain, c'est en répondant à une commande qu'il se serait retrouvé nez à nez avec son bourreau, selon plusieurs témoins. Le reportage de Roger Takala et Gladys Sidji. L'insécurité qui bat son plein dans la ville d'Ebolova vient de faire une nouvelle victime. Le corps sans vie de Simplice Mbo, livreur de pain âgé de 35 ans, a été découvert au petit matin, baignant dans une mare de sang. Des témoins déclarent avoir entendu une dispute entre Simplice et son bourreau. J'étais en train d'allaiter mon fils. Après, je suis la voix de mon voisin ici dehors. Avec un bandit. Il demande au bandit que tu fais quoi là? Le bandit lui demande que est-ce que tu es de la police? Il dit oui parce qu'il y a trop de vols dans ce quartier. Après il dit que justement c'est parce que je te trouve devant la porte de quelqu'un que je pose la question que tu fais quoi là? Le bandit lui dit que je suis en train de faire sport, je suis même avec mes amis là en route, je suis venu chercher quelque chose. La victime, n'étant pas satisfaite des explications apportées par son interlocuteur, va tenter de le maîtriser avant de recevoir le coup de poignard fatal. Après, je suis comme ils sont en train de descendre là-bas en bas. Il appelle donc le bandit, viens. Après, je suis les bruits comme s'ils sont en train de bagarrer, comme si je ne sais pas. Et il criait même au secours. Il criait, il disait au secours. À en croire des témoins, c'est en voulant empêcher un malfrat de cambrioler une boutique que Simplice Mbo a trouvé la mort. Malgré ses multiples appels à l'aide, aucun de ses voisins n'a eu le courage de pointer son nez hors de son domicile. Des éléments qui témoignent du climat d'insécurité qui règne dans la ville d'Ebolova. Autre drame survenu cette fois-ci dans la ville de Kribi. 2 personnes électrocutées et mortes sur le champ. C'est le bilan d'un accident de la circulation qui est survenu mercredi dernier à Kribi. Un camion de l'entreprise Evecan transportant donc des ouvriers de cette entreprise a heurté un câble électrique alors qu'il, à son passage, le bilan fait également état de plusieurs blessés graves qui sont toujours sous soins intensifs. Les précisions avec Joseph Abinabuna. La situation est critique à l'hôpital de district de Kribi. C'est la course contre la montre pour sauver quelques-uns de la mort. Ici, à la morgue de l'hôpital, 2 corps viennent d'être déposés. L'hôpital est carrément envahi, mais une personne accepte s'ouvrir à la presse. Un fil qui pendait, il paraît qu'un fil est tombé depuis la nuit. Puis la nuit, il y avait coupé le courant.
Maintenant, on est parti vers 5h30, 5h30. Arrivé, les deux premiers camions sont passés. Le premier camion est passé, le deuxième camion est passé. Il paraît que les vigiles ont enlevé le fil là en route. Ils ont allé attacher ça sur le poteau électrique à côté parce que le triphasé là. Ils ont allé attacher ça. Ils ont arrêté ça avec les mains. Maintenant, quand l'autre troisième camion vient passer, les gens ils constatent que le fil est déjà sorti là, c'est attaché. Donc on a lancé le courant. Ça est en train de bouler. Il arrive, il dit aux gens descendez. La roue ça a coulé sur la roue a pris feu. Sur le lieu du drame, voici le camion qui transportait les ouvriers de la plantation Evecam SA. L'engin a été accroché par ce câble électrique. Madame le procureur de la République et son premier substitut se rendent compte par eux-mêmes. Plusieurs indicateurs pointent un doigt accusateur sur la vétusté des installations de la société Eneo. Du retour à l'hôpital, le médecin dresse l'état des lieux. Nous avons reçu environ 14 personnes qui venaient de la société Evecam SA, Mission, qui ont été pour certaines électricités et d'autres électrisées. Pour l'état actuel des lieux, c'est fait l'état de 2 décès. Nous avons évacué 2 personnes sur l'hôpital général de Douala et 10 autres personnes sont en soins intensifs à l'hôpital de Kribi. Ce n'est pas la première fois que des voix s'élèvent pour décrier le manque de sérieux de la société en charge d'électricité dans l'entretien de ces installations. Et les décès se suivent sans que cela n'interpelle véritablement les décideurs. Et nous le disions tout à l'heure, des commerçants sont en détresse au marché Mokolo de Yaoundé. Faute d'espace adéquat pour mener à bien leurs activités, c'est exposé aux intempéries et à l'insécurité que plusieurs d'entre eux tentent tant bien que mal de gagner leur pain quotidien. Ils espèrent cependant une mise en valeur de l'espace qu'ils occupent ou un recasement de la communauté urbaine de Yaoundé. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop les ont rencontrés. Voici leur reportage. C'est les yeux larmoyants que les commerçants qui étaient établis à l'arrière du marché Mokolo ont vu leur boutique ou ce qui en tenait lieu disparaître sous l'effet dévastateur des engins de la communauté urbaine de Yaoundé. Mais depuis que le déguerpissement est passé par là, les activités battent tout de même leur plein. Les Bayam Salam se confondent aux vendeurs à la sauvette, dépanateurs, restaurateurs et autres garagistes. Ça grouille de monde au lieu du Tinga et Lobby à la lisière de Mokolo. Mon activité c'est pour dépanner les cuisiniers à gaz, plaques à gaz, même les richots à pétrole. Quand quelqu'un paye ça, ça fait 2 jours, 3 jours, c'est en panne. Donc si on amène ici, nous on peut aider les vieilles mamans, même les enfants qui partaient à l'école pour qu'on chauffe les nourritures. Comme il a dit, quand on casse, c'est encore libre. Même le chien peut passer, il dort toujours là-bas. Bon, c'est pour ça que tu vois comme ça, on profite un peu là, on déballe un peu pour attendre si ils vont faire ce qu'ils vont faire. Bon, ils vont nous envoyer là, ils vont nous envoyer. Bon, nous sommes là seulement pour attendre. Et puisque la nature a horreur du vide, les sauveteurs et autres petits débrouillards ont vite fait d'occuper les espaces qui ont été déguerpis avec la bénédiction de l'autorité traditionnelle du coin. Nous avons constaté que les sols libérés est vague, bon, et nous crée des petits soucis à cause des brigands et des badauds. Nous n'avons plus contact avec notre hiérarchie parce que les problèmes d'hygiène et salubrité, de sécurité se posaient. Ils nous ont demandé de redynamiser hygiène et salubrité, sécurité. Alors pour que ces espaces libérés ne nous créent pas davantage de problèmes, nous avons autorisé certaines personnes de s'installer. Et nous leur avons donné des instructions. Dans le bas-fond marécageux là, vous verrez que tous ceux qui exercent là ont des goudins. Des bandes armées avaient l'habitude de sortir, brandir les machettes pour arracher les objets de passants, même les objets des riverains. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Si vous arrachez un sang là, vous ne pouvez pas traverser. Ceux qui nettoient les pâtes de bœuf là, ceux qui font de la couture, ils vont vous arrêter parce que s'ils ne collaborent pas, ils seront indexés. C'est eux qui paieront les pots cassés. Ils sont obligés de coopérer, c'est leur code part, ils ne payent rien. Personnellement, j'y vais à ce que ce soit respecté. Si dans votre secteur, il y a eu une défaillance, j'informe la hiérarchie. Mais il ne s'agit que des installations provisoires. La communauté urbaine pouvant à tout moment demander aux occupants des sites déguerpis d'aller voir ailleurs. D'où l'appel de ces derniers à un recasement qui mettrait alors un terme définitif
à leur souffrance. On est là, bon, quand on vient nous chercher souvent, nous on fuit, on part, on laisse nos marchandises, on écrase seulement comme ça là. Après on vient, on recommence encore parce qu'on n'a pas de choix. Bon, nous on est là aussi, on sait de débrouiller, on est sous le soleil. Si on peut nous aider aussi quand même pour nous faire même petit hangar ici là, ça va nous gérer. Oui, non, on souhaite qu'on construise un endroit, nous localise. Tu sais que non, dans la vie, il y a toujours les débrouillards. Bon, on ne peut pas dire que nous n'avons pas assez de moyens financiers pour avoir les boutiques comme les autres. Bon, nous sommes seulement les jongleurs. Bon, c'est seulement ça qu'on demande. En attendant le jour où le bout du tunnel apparaîtra, c'est chacun qui se bat comme il peut pour assurer la pitance quotidienne. Et c'est tant mieux si l'insécurité, l'insalubrité et autres intempéries pourrissent de temps en temps un quotidien pas déjà facile. Et voilà donc pour la situation de ces commerçants au marché Mokolo à Yaoundé. Des sanctions dans l'armée, le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense annonce que les militaires engagés au sein de la MINUSCA et qui avaient manifesté l'année dernière pour réclamer leurs primes seront punis. Cependant, a précisé Joseph Betty Assomor, leurs revendications ont été prises en compte. Ils toucheront désormais 450 000 francs de primes par mois et non 250 000 francs comme par le passé. Le ministre l'a annoncé alors qu'il rencontrait les soldats du contingent camerounais engagés dans la mission des Nations Unies pour la sécurité en Centrafrique. Joël Essengé et Aïk Cyril. On a encore en mémoire la grève des militaires dans les rues de Yaoundé le 9 septembre 2015. Selon les pouvoirs publics, cette marche qui a contribué à ternir l'image de l'armée camerounaise ne restera pas impunie. Le chef de l'État nous a donné des instructions claires pour éviter et dissiper désormais de manière définitive tout malentendu ou pont des discordes entre le haut commandement et notre contingent. Il importe que le comportement de nos hommes, avant, pendant et après leur mission, soit exemplaire à tous égards. Les fautes anciennes seront fermement censurées. Mais il ne faut pas perdre de vue que les soldats qui ont marché sur Yaoundé l'année dernière s'insurgeaient contre le retard observé dans le paiement des primes relatives à leur participation à la mission de maintien de la paix en République centrafricaine. Pour éviter de tels désagréments et améliorer leurs conditions de travail, le gouvernement décide de revoir à la hausse le montant des primes du contingent qui quitte le Cameroun le 6 août prochain pour rejoindre les forces de la MINUSCA à Bangui. Le chef de l'État, chef des armées, a décidé, avec un apport à ressources propres du pays, de revaloriser l'appui mensuel de nos militaires pour le contingent qui signe les contrats tout à l'heure. De 250 000 francs CFA par homme et par mois, taux pratiqué jusqu'ici, la prime sera désormais de 450 000 CFA par homme et par mois, soit une augmentation en valeur absolue de 200 000 francs CFA par mois et par homme et de 80% en valeur relative. Autre mesure prise par les pouvoirs publics, la signature des contrats pour fixer les modalités de participation des militaires camerounais à la MINUSCA. Satisfait par ces mesures qui sont rétroactives puisqu'elles s'appliquent également aux grévistes de l'année dernière et même aux soldats de la première mission effectuée en 2014-2015, les militaires camerounais ont réservé un bain de foule au ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Nous le disions également tout à l'heure, vive tension à la mairie de Douala 5e. Un série désaccords oppose le maire de cette municipalité au receveur municipal. Le dernier accuse Gustave Ebanda, son maire, d'abus de pouvoir et de mauvaise gestion financière. Les désaccords entre les deux hommes ont conduit ce vendredi à la fermeture du service des recettes de la mairie de Douala 5e. Des précisions avec Flavien Dongo et Warren Z2. Mairie de Douala 5e ce vendredi matin. Devant la porte fermée des recettes municipales, des usagers en colère. Oui, je sors. Je viens à la sonnette, je profite un peu là-bas. Je vais à Douala 3e. Si on m'arrête, c'est à la bagarre en rue. Ah oui, on est venu payer, c'est fermé. Où les comptes passent?
Et puis, d'ailleurs, sont en train de contrôler. Impossible pour ces derniers de s'acquitter des taxes relatives à leurs activités. Je viens pour le 3e trimestre. Le guichet est fermé. Le personnel est inexistant. Les 2 guichets sont fermés. Et dehors, il y a le contrôle. Et quand on vous arrête, c'est pour amener la moto en fourrière. Chaque fois, nous devons payer les impôts libératoires pour nos activités. Nous sommes venus payer l'impôt. Le guichet est fermé. On ne sait pas pourquoi. Et quand tu vas là-bas, là où les gars sont, on nous menace, machin. Et moi, je suis quelqu'un qui aime tout payer mon impôt. Je n'aime pas marcher sans impôt parce que quand tu as l'impôt, tu es libre de marcher. En effet, des sources internes révèlent que le ciel est plein de nuages entre le receveur municipal nouvellement affecté et le maire, suite aux récentes nominations opérées unilatéralement dans ce service par Gustave Ebanda. Le receveur municipal, invisible à notre passage dans ces services, a décidé de fermer les caisses pour manifester son mécontentement. C'est le maire qui gère son personnel. Le receveur municipal ne gère pas le personnel de la mairie. Le receveur municipal travaille avec les collaborateurs qu'on met à sa disposition. Je crois que c'est clair. Donc avant son arrivée, nous avions déjà effectué ce mouvement-là. Donc il ne peut pas venir nous dire qu'il ne peut pas travailler avec des responsables qui ont été nommés à ces postes. Je crois que personne ne peut rester à un poste éternellement. Même lui, il sort d'où? Mais pourquoi lui, on peut remplacer le receveur, on ne peut pas remplacer les collaborateurs? Le maire de Douala 5e, qui s'explique ici, voudrait, et selon des sources internes, avoir la main mise sur les recettes, balayant ainsi du revers de la main les textes de gestion des finances publiques. L'ambiance délectaire qui règne entre l'ordonnateur et le comptable aurait poussé la tutelle du receveur municipal à cesser ses activités. Alors j'ai bien demandé, le TPG peut demander qu'on ferme la recette d'une mairie comme Douala 5e, aussi sensible avec tout ce que ça comporte. Il m'a affirmé que oui, il a reçu instruction du TPG. Le maire de Douala 5e, qui ne semble pas être à ses premiers déboires avec les receveurs, est étiqueté par certains de ses collaborateurs de mauvais gestionnaires. Plus grave, sa vie de prince serait certainement la cause de quelques difficultés que rencontre la collectivité territoriale décentralisée de Douala 5e, dont il a la charge depuis son élection. Parlons de tout à fait autre chose à présent. C'est demain, 23 juillet, que va se célébrer la Journée mondiale de la jeunesse. À quelques heures de cette célébration, nos reporters ont rencontré des jeunes dans la capitale économique. Ils égrènent le chapelet de difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, avec comme principale difficulté celle d'accéder à un emploi décent après les études. Le reportage est signé Warren Zideux et Sylvestre Zangao. Encore entre les amphithéâtres au campus, mais la tête déjà tournée vers l'avenir, avec une succession de questions, dont les principales s'articulent autour de l'insertion socio-professionnelle. À Douala, plusieurs jeunes rencontrés égrènent un chapelet de difficultés auxquelles ils font face. Au Cameroun, pour l'emploi, surtout pour les jeunes, le système est encore trop fermé. Après les études, pour trouver un emploi, il faut vraiment batailler, il faut être un entrepreneur, il faut s'entreprendre soi-même. Parce que déjà au niveau du travail, il faut être parrainé, il faut avoir quelqu'un quelque part pour que, bon, tant bien que mal vous avez même les compétences, ce n'est pas souvent facile. Je pense que si un jeune fait des formations disposées par l'État, par exemple les diplômés d'État qui sortent pour être infirmiers, quand ils sortent de tout ça, ils ne peuvent pas avoir d'emploi. Moi, mais je suis un exemple. J'ai été formée depuis 2002, mais je n'ai jamais eu de travail venant de l'État. Et même quand tu vas dans le privé, parfois, il faudrait que tu aies un parrain qui t'a envoyé, qui a fait ceci. Donc le jeune est vraiment dans beaucoup de difficultés au niveau de l'emploi. Après les études et malgré les diplômes, ces jeunes Camerounais constatent que le système D, c'est-à-dire débrouillardise, est celui qui leur tend le plus facilement les bras. Moi, je suis même diplômé, mais je me trouve que je suis basculé. J'ai un bar F4. Partout où je vais, on me propose moi le travail de CM. Malgré tout ce que je connais, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ce que j'espérais. Mais tous ne dressent pas un tableau sombre de leur insertion socio-professionnelle. Il faut être patient et surtout entreprenant, soutiennent les jeunes qui ont réussi à trouver un emploi plutôt décent. Ce que moi je pense en fait, c'est qu'il y a de l'espoir pour la jeunesse. Mais ce qui peut créer cette divergence, je pense, c'est le fait que les jeunes, après l'école, sont un peu rêveurs. Donc ils se disent en fait qu'après l'école, ça sera facile de trouver un emploi et ils rêvent trop, ils veulent grand. Ils sont moins disposés à commencer par les petits boulots parce que c'est ce qui tue un peu la jeunesse en fait, ce que moi je pense. Il y en a qui trouvent du travail, qui trouvent même cet emploi.
Mais pour peu qu'on leur propose par exemple un salaire qu'ils jugent minable, ils refusent carrément pour faire de la moto. Ils disent je ne peux pas partir payer une école de 500 000, 1 million pour venir pour qu'on me donne 60 000 francs ou 80 000 francs. Or, il ignore que peut-être en recevant les 60 ou 80 000, c'est là qu'on doit juger sa capacité de travailler et voir comment augmenter son salaire prochainement. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, publiés après l'enquête sur l'emploi et le secteur informel, le 7 janvier 2016, le taux de chômage concernant les jeunes est de 13% de manière globale au Cameroun, avec 22% de jeunes âgés de 15 à 24 ans sans emploi à Douala et 30% à Yaoundé. Et nous le disions, la journée mondiale de la jeunesse se célèbre demain, 23 juillet 2016. Et puisqu'on parle de jeunes, restons avec ces jeunes-là. Comment est-ce qu'ils passent leurs vacances? Nous en parlerons pendant toute cette période. Ce soir, nous avons choisi de vous présenter 85 jeunes vacanciers âgés entre 7 et 16 ans. Ils ont choisi pendant cette période de vacances de se former en sécurisme et en incendie, en sécurité incendie auprès des sapeurs-pompiers de la ville de Douala. Etienne Pascal Azégué et Innocent Abega sont allés voir comment se déroule cette formation. Voici leur reportage. La cour du 20e groupement des sapeurs-pompiers de Ngodi, dans la ville de Douala, connaît une activité inhabituelle. Les jeunes gens sont en pleine séance d'initiation à la discipline militaire. Un exercice théorique qui est strictement réservé à ceux qui participent pour la toute première fois à la formation des jeunes sapeurs-pompiers. Les enfants doivent connaître le salut discipliné, ils doivent savoir marquer le pas, le garde-vous qui implique une immobilité absolue, l'alignement de front comme de flanc, et puis savoir marquer le pas. Ces jeunes gens n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour se sentir dans la peau des sapeurs-pompiers. En vrai, la preuve. Jeune sapeur-pompier Mané Annie de la première promotion des jeunes sapeurs-pompiers à Douala. Jeune sapeur-pompier Eugène Djibouto de la première promotion des jeunes sapeurs-pompiers à Douala. Une initiative appréciée par les apprenants. Je suis venu ici apprendre à être sapeur pour aider les victimes d'un accident, d'un malaise ou d'une aggravation de la maladie. Ici, on nous montre que les jeunes sapeurs peuvent sauver des vies, peuvent aider des gens à se sentir bien. Un autre atelier, cette fois dans la salle, regroupe les jeunes qui sont à leur deuxième année de pratique. Le cours du jour porte sur l'appareil respiratoire isolant. Il s'agit d'un équipement qui permet d'intervenir dans les fumées et même dans des trous toxiques. La jeune Févor s'est pliée à cet exercice. La suite se passe de tout commentaire. Quand on avait d'abord mis et il n'y avait pas de lait, je sentais comme si je voulais une fois mourir, mais comme on avait mis de lait, j'étais à l'aise. La formation des jeunes sapeurs-pompiers est une initiative du haut commandement du Corps national des sapeurs-pompiers. Le premier maillon de la chaîne de secours commence par un citoyen. Et vous savez comme moi que les enfants sont des grands ambassadeurs, de très bons ambassadeurs dans ce domaine-là. Quand on touche aux enfants et en quantité, à un nombre suffisant, on a la chance que, éparpillés dans les quartiers, ils puissent disséminer ce genre de connaissances et ces attitudes. Cette formation s'achève le 20 août prochain avec à la clé la remise des parchemins aux plus méritants, notamment ceux qui auront bien assimilé tout ce qui leur a été enseigné pendant un mois. En avant, marche, 1, 2, 1, 2, out, demi-tour, droite. Une belle façon de passer des vacances utiles. Donc, nous parlerons de ces occupations de vacances tout au long de cette période. En nécrologie, hommage académique pour le professeur Assongani, universitaire émérite, a entamé ce jour son dernier voyage. L'ancien secrétaire général du SIF, décédé le 3 juillet dernier, sera inhumé demain samedi. Emmanuel Diop et Yannick Bazoua. Adieu les amphis. Pour une dernière fois, le professeur Tazouacha Assongani, mais cette fois-ci dans un cercueil, est entré dans l'amphi 700 de l'université de Yaoundé 1 à l'occasion de l'hommage académique que lui ont rendu ses pairs. Pour
Pour les différents orateurs, le professeur Assongani était un patriote au sens plein et propre du terme. Un enseignant d'université de rang magistral qui ne ménageait aucun effort lorsqu'il s'agissait de se mettre au service de son pays. Homme de principe et de conviction, l'émirat reçoit les hommages de la famille académique à qui il a tout donné. Au moment où il quitte la scène, le département des sciences physiologiques et biochimie de la faculté de médecine et de sciences biomédicales perd un enseignant engagé, un chercheur hors pair, un illuminé de la science. Seuls resteront gravés dans les amphis ses écrits. Mais faut-il le regretter, un hommage académique marqué par la grande absence des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation. Dans le même registre, Anne-Marie Zé pour l'éternité, la voix d'or de la musique camerounaise, sera inhumée elle aussi demain samedi à Bibia par Lolodorf, son village natal. Hier, l'artiste musicienne a reçu les hommages des amis, proches, parents et plusieurs fans au Palais des Sports de Yaoundé où a eu lieu la veillée. Anne-Marie Zé laisse à la postérité un grand héritage tant humain que musical. Hors de nos frontières, à quelques jours des Jeux Olympiques de Rio 2016, une attaque terroriste, la menace terroriste plus précisément, pèse sur le Brésil. Des jeunes soupçonnés de préparer une attaque pendant les compétitions viennent d'être interpellés par la police brésilienne. Ils ont été arrêtés alors que les mesures de sécurité s'intensifient dans le pays. Des précisions avec nos confrères d'Euronews. La menace terroriste sur les Jeux Olympiques de Rio. 10 personnes ont été arrêtées au Brésil, suspectées de planifier des attaques à 2 semaines de l'ouverture des JO. Une cellule amateur, des jeunes sympathisants de l'État islamique qui vivaient dans plusieurs villes distinctes, ne se connaissaient pas personnellement et s'étaient rencontrés seulement par messagerie, raconte le ministre de la Justice. Alexandre de Moraes explique que les enquêteurs ont trouvé beaucoup de messages où ils célébraient les attaques à Orlando et les attaques à Nice. Et il y a quelques jours, ils ont réalisé qu'ils commençaient à préparer des actions car le discours devenait plus sérieux. Au lendemain de l'attentat de Nice, le Brésil avait décidé de renforcer la sécurité des JO. 85 000 membres des forces de l'ordre vont assurer la sécurité de plus de 10 000 athlètes et 500 000 touristes. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre juste après Tendance économique avec Cédric Noufélé, puis Horizon Sport. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.